Bonjour tout le monde et bienvenue à Conversation sur l'arthrite, fibromyalgie, arthrite et douleur. Je suis Heather Holmes, je suis vice-présidente Est du Canada à la Société de l'arthrite du Canada et je veux vous remercier de prendre votre temps avec nous ce soir. Puisque nous nous réunissons pour cet événement à partir de nombreux endroits, j'aimerais reconnaître que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire traditionnel des peuples Kanien'kehá:ka, Mohawk Nation et Haudenosaunee. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est le foyer de nombreux peuples et je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de vivre et de travailler sur ces terres. Pour moi, en tant que personne non autochtone, la reconnaissance du territoire est l'occasion d'exprimer ma gratitude envers les gardiens traditionnels de ces terres. Je suis reconnaissante de pouvoir utiliser ces terres et d'honorer mon rôle dans l'apprentissage et l'histoire des peuples autochtones et des actions que je peux entreprendre afin de soutenir un changement positif pour les peuples et les communautés autochtones. Notre conférencière ce soir est le Dr. Marissa Keenan, rhumatologue communautaire qui pratique à Montréal depuis 2020. Elle a étudié la médecine à l'Université McGill avant de déménager à Ottawa, où elle a terminé sa résidence en médecine interne pour ensuite se spécialiser en rhumatologie à l'Université d'Ottawa. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, Dr. Keenan, et bienvenue. Merci. Alors, la fibromyalgie est considérée comme un trouble de la douleur touchant 20% à 50% des personnes atteintes d'une forme d'arthrite inflammatoire. La fibromyalgie peut entraîner une douleur généralisée dans tout le corps, causer des troubles de sommeil, de la fatigue et souvent une détresse émotionnelle et mentale. L'objectif de notre webinaire ce soir sera donc de vous informer sur la fibromyalgie. Les sujets abordés seront le lien entre la fibromyalgie et l'arthrite, les types de douleurs chroniques et les options de traitement. À la suite de sa présentation, Dr. Keenan répondra à vos questions. Je vous rappelle que cette conférence est enregistrée et que tous les participants recevront un lien vers l'enregistrement d'ici quelques jours par courriel. Alors, avant de commencer, quelques informations logistiques. Si jamais vous éprouvez des difficultés techniques, vous pouvez nous envoyer un courriel à info@commercialarthrite.ca. Et pour adresser votre question à notre invité, cliquez sur Questions-réponses en bas de l'écran. Nous essaierons de répondre le plus de questions possible à la fin de la présentation. Si jamais vous voulez discuter avec d'autres participants, vous pouvez cliquer sur la fenêtre Converser, aussi au bas de l'écran, pour échanger. Et pour quitter la boîte des questions ou de conversation, cliquez sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. Je vais remercier nos commanditaires. Je suis très fière d'avoir Pfizer, qui est commanditaire principal, et tous les autres commanditaires aussi de notre série webinaire Conversation sur l'arthrite. Alors, sans plus tarder, notre section sur la fibromyalgie est l'une des sections les plus visitées sur notre site web. C'est un sujet sur lequel les gens ont beaucoup de questions, alors on va commencer les questions tout de suite. Dr. Keenan, c'est quoi le lien entre l'arthrite et la fibromyalgie? Et est-ce que la fibromyalgie est un type d'arthrite? Alors, merci pour la question, Heather. Mais avant de commencer, tout d'abord, j'aimerais remercier la Société de l'arthrite de m'avoir invité à parler de ce sujet très important ce soir. Et c'est un honneur d'être ici ce soir avec vous tous. Alors, la fibromyalgie est un syndrome important pour beaucoup de nos patients. Et pendant longtemps, il y avait une compréhension minimale de la physiologie de la fibromyalgie. Mais il y a maintenant quelques idées dont nous discuterons ce soir, mais il y a aussi cependant beaucoup à apprendre. Alors, pour répondre à la question, c'est quoi la différence entre l'arthrite et la fibromyalgie? Alors, l'arthrite fait référence à un changement dans l'anatomie physique d'une articulation, comme les dommages qui sont causés par l'inflammation dans la polyarthrite rhumatoïde ou les dommages au cartilage causés par l'arthrose. C'est quand il y a un changement structurel dans l'articulation. Par rapport à la fibromyalgie, qui est un terme utilisé pour décrire un syndrome douloureux du système musculo-squelettique, qui peut survenir en l'absence d'une anatomie abnormale. C'est dans ces situations, les patients ressentent une douleur partout,
mais il n'y a pas de pathologie structurelle dans les articulations, les muscles ou les tendons eux-mêmes. Par exemple, lorsqu'une analyse tissulaire est effectuée, il n'y a pas de lésion identifiable. Alors, fibromyalgie n'est pas un type d'arthrite, mais le fibromyalgie et l'arthrite peuvent coexister ensemble. Parfait. Et bien expliqué. Merci beaucoup, Dr. Keenan. Est-ce qu'il existe différents types de douleurs chroniques? Absolument. Alors, certaines douleurs sont nécessaires, comme la douleur aiguë, par exemple. La douleur aiguë est protective, ce que l'on peut appeler une bonne douleur. Et par exemple, si vous cuisinez dans votre cuisine et votre main, ça touche un four chaud, vous ressentirez immédiatement une douleur aiguë. Et cela est immédiatement nécessaire pour nous protéger des dommages qui provoqueraient une grave brûle. Mais la douleur chronique, c'est différent. C'est constant et ça présente à chaque journée. Les mécanismes qui conduisent la douleur chronique dans notre système nerveux sont différents que dans une douleur aiguë. La douleur chronique est très désagréable. C'est une expérience physique désagréable, mais surtout, il y a aussi un composant émotionnel à la douleur chronique. Donc, c'est différent de la douleur aiguë que j'ai décrite précédemment. Dans la douleur chronique, c'est fortement associé à des autres symptômes dehors de la douleur, comme la fatigue, les douleurs du sommeil, les effets sur l'humeur et même les troubles cognitifs. Les patients me disent souvent que je n'arrive pas à penser clairement. C'est comme j'étais dans le brouillard. J'ai du mal à me concentrer. Les personnes souffrent de douleurs chroniques ne se sentent souvent pas elles-mêmes. Il est souvent difficile de faire vos activités habituelles et la qualité de vie est affectée. Alors, j'aimerais prendre un moment pour vous expliquer la complexité de la douleur. La physiologie de la douleur, c'est très complexe. Ceci est un schéma résumant la voie de transmission de la douleur dans notre système nerveux. Ce n'est pas un seul nerf qui transmet un signal au cerveau pour vous dire qu'il y a de la douleur, mais une série de nerfs, des connexions, des cellules qui s'interconnectent et envoient des signaux vers et depuis le cerveau via le moelle épinière, vers et depuis la périphérie. Vous avez donc des nerfs périphériques et des récepteurs à la périphérie que vous pouvez voir dans le schéma, puis il y a le moelle épinière et le cerveau. La structure en forme de H, que vous pouvez voir juste à la côté droite, est une coupe transversale à travers la moelle épinière pour vous montrer où les nerfs entrent et sortent de la moelle épinière et comment certains voyagent vers et depuis le cerveau. Dedans ces nombreuses connexions entre la périphérie, la moelle épinière et le cerveau, il existe des commandes de volume qui peuvent augmenter ou diminuer les signaux de douleur. Par conséquent, par exemple, s'il y a une douleur dans une articulation, ce signal de douleur se déplace le long du nerf jusqu'à la moelle épinière. Puis, au niveau de la moelle épinière, il y a un bouton de contrôle de volume où le volume de douleur peut être tourné vers le bas pour que vous ressentiez moins de douleur ou vers le haut pour que la sensation de la douleur soit très puissante. Ce signal est transféré à une autre nerf, puis remonte le long du moelle épinière jusqu'au cerveau. Ce signal se déplace vers le cortex somatosensoriel du cerveau, où le cerveau peut localiser d'où vient la douleur, dont il sait que cela vient de l'articulation ou la main. La façon dont les nerfs se parlent ou
envoient les signaux du nerf à un autre, l'un à l'autre, se fait par l'intermédiaire des molécules. Ces molécules peuvent augmenter ou réduire le signal de douleur transmis le long des nerfs. Et autour de ces zones, il y a des cellules qui entourent également les nerfs et leurs connexions, qui influencent également la sensation de douleur, qui augmente ou diminue. Donc, comme vous pouvez voir, c'est complexe. Alors, nous connaissons 3 mécanismes de la douleur et nous savons que ces types de douleurs peuvent se coexister. Alors, la première douleur que j'aimerais discuter avec vous ce soir, c'est la douleur nociceptive. Dans ce type de douleur, il y a un changement structurel. Par exemple, les patients qui souffrent d'arthrose du genou ou de polyarthrite rhumatoïde touchant les mains ou de spondyloarthrite ankylosante, cela conduirait à une modification physique d'une articulation, ce qui entraînerait une douleur nociceptive. Le deuxième type de douleur, c'est une douleur neuropathique. C'est différent. Ce type de douleur, c'est quand il existe une anomalie physique du nerf lui-même. Dans ce type de douleur, si nous regardions réellement le nerf, il y aurait des dommages physiques dans la nerf qui résultera dans la douleur. Par exemple, ce type de douleur est souvent causé par une neuropathie périphérique. Les patients, par exemple, les patients diabètes ressentent souvent des douleurs neuropathiques aux pieds en raison des dommages que la diabète cause directement aux nerfs. Nous arrivons maintenant au troisième mécanisme plus récent de la douleur, connu sur le nom de douleur nociplastique. Et c'est la douleur nociplastique qui est très importante pour comprendre la douleur qui contribue à la douleur chez les patients atteints de la fibromyalgie. Et j'aimerais passer un peu de temps à parler de ce type de douleur avec vous. Alors, la fibromyalgie est le prototype de la douleur nociplastique. La douleur nociplastique, essentiellement, est une douleur où votre système nerveux est surstimulé. Il peut donc ne pas y avoir d'anomalie physique dans le nerf ou un dommage structurel dans l'articulation ou les tissus, mais dans ce type de douleur nociceptive, le système nerveux est surstimulé et ça résulte dans les douleurs. Il y a 5 conditions de douleur chronique qui se coexistent et qui se tombent en dessous de cette parapluie de douleur nociplastique. Alors, la première, le prototype, c'est vraiment la douleur généralisée chronique du fibromyalgie. Mais il y a aussi un autre type qui est presque comme une fibromyalgie, mais plus localisée. C'est une douleur musculosquelettique chronique. Et par exemple, c'est quand une personne a une douleur dans seulement une région du corps. Alors, par exemple, dans le cou, qui est très, très amplifié, irritant vers le bras, hors de proportion avec ce qu'on peut attendre d'une arthrose de la colonne cervicale. Il y a aussi les maux de tête chroniques et les douleurs faciales qui tombent en dessous de cette parapluie nociplastique. Et on pense aussi que la douleur viscérale chronique aussi tombe dans cette catégorie. Alors, on pense que c'est là que la douleur du syndrome du côlon irritable ou la douleur de la vessie ou douleur pelvienne tombe. Finalement, les douleurs des syndromes régionaux complexes, c'est possible que ça aussi tombe en dessous de cette parapluie.
Nous voyons souvent que ces symptômes coexistent chez les patients qui souffrent du fibromyalgie. Ainsi, par exemple, les personnes atteintes de la fibromyalgie sont beaucoup plus susceptibles de souffrir de maux de tête chroniques ou du syndrome du côlon irritable et vice-versa. Oui. Alors, quels sont les critères cliniques pour le diagnostic de la fibromyalgie? Comment votre médecin fait-il ce diagnostic? Alors, en premier, c'est décrit, on a besoin d'une bonne histoire où un patient nous décrit un état de douleur généralisé diffuse dans le corps. Nous devons identifier au moins 6 parties du corps sur 9 qui sont douloureuses. Les 9 parties du corps qui seront utilisées dans ces critères sont les 2 bras, la tête, la poitrine, l'abdomen, le haut et le bas dos et les 2 jambes. Alors, on doit identifier que la personne a des douleurs dans au moins 6 de ces 9 parties pour rendre le critère d'une douleur généralisée. Il doit aussi avoir une fatigue associée qui est modérée à sévère et un sommeil non réparateur. Les symptômes ne sont généralement pas aigus, mais sont présents au moins depuis plusieurs mois. Très bien expliqué, Dr. Keenan. Merci beaucoup. On apprend énormément déjà, puis on vient de commencer. Merci pour toutes les précisions. Alors, on a reçu plusieurs personnes qui ont demandé pourquoi est-ce que certaines personnes vivent-elles avec la douleur nociplastique, tandis qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Absolument. Alors, pourquoi des personnes développent-ils la fibromyalgie? Alors, quelle est leur cause? Il nous reste encore beaucoup à apprendre sur ce sujet, mais ce que nous savons, c'est que chez les patients atteints de la fibromyalgie, à peu près 1 sur 3 des patients auront des antécédents familiaux de fibromyalgie. Il peut s'agir d'un parent, d'un frère, d'une sœur ou d'un enfant. Malheureusement, on n'a pas de gènes spécifiques à identifier, mais il y a certainement une prédisposition génétique. Quelqu'un qui a un antécédent familial a un risque 8 fois plus grand que dans la population générale de développer aussi la fibromyalgie. Nous savons que chez les patients souffrant de douleurs chroniques diffuses, avec un diagnostic de la fibromyalgie, il existe un déclencheur identifiable chez environ 30% des patients. Alors, il y a une sorte d'événement déclencheur. Ainsi, par exemple, ça peut être une infection virale très grave dont la personne ne s'est jamais complètement remise, ou un incident traumatique grave, un traumatisme physique, un accident, souvent qui peut, avec un trauma à la colonne vertébrale. Et même un traumatisme psychologique. Okay. Donc chez à peu près 1 sur 3 des personnes, on peut identifier un événement déclencheur, mais chez le reste, 2 sur 3 les autres, on ne peut pas identifier une cause. Et il semble que cela s'est développé à l'improviste. Chez les patients atteints de fibromyalgie, des modifications du système nerveux central ont été identifiées.
Ceci est basé sur des recherches en laboratoire. Si nous repensons au schéma que je vous ai montré plus tôt dans la présentation, des signaux de douleur voyagent via les nerfs jusqu'à la moelle épinière et jusqu'au cerveau. Et nous avons identifié que les personnes atteintes de la fibromyalgie ont des changements dans ces zones et niveaux, dans la périphérique, dans la moelle épinière, région médulaire et dans le cerveau. Et en particulier les régions de contrôle de volume qui peuvent contribuer à la douleur nociplastique. Ensuite, il y a aussi des facteurs contextuels, les facteurs psychosociaux. Par exemple, si vous avez venu d'un environnement difficile ou défavorable, s'il y a eu des événements indésirables psychologiques et physiques intérieurs, ceux-ci auront un impact sur la façon dont une personne ressent la douleur. Parfait. Alors, cela nous amène donc à le concept suivant. Les mécanismes de la douleur descendant et ascendant dans la douleur nociplastique de la fibromyalgie. Alors, dans le mécanisme descendante, cela fait référence au moment où la douleur nociplastique origine du système nerveux central et semble vraiment sortir nulle part. Il n'y a pas d'anomalie périphérique qui puisse être identifiée qui aurait pu causer la douleur. En comparaison, dans le mécanisme ascendant, cela fait référence au moment où la douleur nociplastique origine d'un déclencheur périphérique. C'est ici que nous voyons le overlap avec l'arthrite et le fibromyalgie. Alors, c'est donc cette douleur nociplastique ascendante qui conduit à la fibromyalgie secondaire chez les patients atteints des maladies rhumatologiques comme le polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, le lupus et les autres connectivites. Environ 20 à 50% des patients atteints d'arthrite inflammatoire ont des douleurs persistantes, même si leur arthrite est bien contrôlée. Ça, c'est la fibromyalgie secondaire. C'est vraiment là que nous apprenons beaucoup dans les passes 25 années. Parce qu'avant, ça arrivait à les patients que leur rhumatologue leur disait « Ah bien, vous ne devriez plus avoir mal, votre PR est magnifiquement contrôlé avec un agent biologique, il n'y a plus d'articulation gonflée, vous avez l'air très bien. » Mais maintenant, nous savons qu'un nombre considérable de personnes atteintes des maladies rhumatologiques ressentent une douleur nociplastique, comme dans la fibromyalgie, et que celle-ci est différente de la douleur de l'arthrite elle-même et peut coexister chez une personne atteinte d'arthrite inflammatoire. C'est parce que le système nerveux est excité, c'est surchargé. Et parce que le mécanisme de douleur est différent, comme dans l'arthrite, le mécanisme, c'est plus à cause de la destruction de l'articulation, c'est le nociceptive, la douleur nociceptive, à comparaison de la douleur nociplastique dans la fibromyalgie, il faut une approche thérapeutique différente. La fibromyalgie n'affecte pas seulement les patients atteints d'arthrite inflammatoire observés dans les maladies de spondylarthrite ankylosante, de la polyarthrite rhumatoïde ou du lupus, mais peut également exister chez les personnes souffrant d'arthrose. Ainsi,
20% des patients qui souffrent d'arthrose ont également ressenti des douleurs généralisées ou de fibromyalgie. C'est vraiment important à comprendre que quand il y a une personne qui développe une douleur nociplastique, comme la fibromyalgie, la souffrance du patient est beaucoup plus grande. Le cercle vicieux de douleur est que la douleur ne survit pas seule. Le patient commence à développer des symptômes dérivés du système nerveux comme la fatigue, les troubles de sommeil, les changements cognitifs, les effets sur l'humeur et ça impacte leur qualité de vie. Oui. Très bien expliqué, merci. Je vois rentrer les questions dans le chat, puis il y a plusieurs personnes qui veulent savoir comment c'est diagnostiqué. Fait que la douleur nociplastique ou la fibromyalgie, non juste comment est-ce que c'est diagnostiqué, mais c'est qui fait la diagnostic? OK. Alors, d'habitude, c'est un médecin de famille ou une rhumatologue qui fait la diagnose. Ça ne doit pas nécessairement être une rhumatologue. Les médecins de famille, d'habitude, peuvent aussi faire la diagnose. Mais les rhumatologues sont entraînés pour faire le diagnose spécifiquement. Alors, comment est-ce qu'on diagnose-t-on la douleur nociplastique ou la fibromyalgie? Alors, le plus important chose, c'est pour établir un diagnostic de fibromyalgie ou de douleur nociplastique est de demander au patient de décrire la douleur. Alors, c'est important de décrire l'histoire des expériences douloureuses. Quel est le caractère de la douleur? À quoi ressemble-t-elle? Les patients me disent souvent, la douleur est très difficile à décrire. Elle bouge, elle fluctue, elle est influencée par la météo. Les symptômes, des fois, augmentent dans la chaleur ou le froid. Ouais. C'est pire quand je dors mal. Si je dors meilleur, je suis en moins de douleur. Et décrivent parfois une douleur brûlante ou une sensibilité à la touche et décrivent une douleur profonde. Par conséquence, l'histoire de la douleur est vraiment critique et importante pour faire le diagnostic. L'examen est généralement normal. Lors de l'examen physique chez un patient souffrant de douleurs descendantes, la personne qui n'a pas d'arthrite sous-jacente, ces personnes auront un examen physique normal. Les articulations ne sont pas enflées. Les articulations bougent bien. Il y a un examen neurologique normal. Il y a une force normale. Cela peut être très frustrant pour les patients car ils semblent être en parfaite santé à l'examen physique. Tout est normal. Ils paraissent normaux à leur médecin, à leur famille, à leurs collègues, à leurs amis, mais ils souffrent tellement et sous-jacent à l'examen normal, ils ressentent les douleurs nociplastiques et les douleurs du fibromyalgie. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas des tests de laboratoire ou des tests d'imagerie pour confirmer le diagnostic. C'est vraiment un diagnostic clinique basé sur l'histoire et l'examen. Bon. Alors, il y a quelques développements dans les résultats d'examen physique dans les personnes qui souffrent du fibromyalgie, qui peut nous diriger vers un diagnostic de fibromyalgie. Alors, c'est ce concept de allodynie. Alors, il y a un allodynie de pression dans la majorité des personnes qui ont la fibromyalgie. C'est lorsqu'on touche votre corps,
même assez doucement, disons un contact avec un bras ou votre jambe, et cela provoque une douleur disproportionnée par rapport à ce à quoi vous vous attendez. Par exemple, j'ai des patients qui me disent parfois, ça fait mal quand ma jeune fille me serre dans les bras ou quand mon chat saute sur mes jambes quand je suis assis. J'ai tellement mal. Il y a un autre type d'allodynie qui appelle l'allodynie de la brosse. Et c'est aussi, on voit ça dans les patients avec la fibromyalgie. C'est lorsque quelqu'un ou quelque chose comme broche ou juste quand vous êtes touché très doucement sur la peau, quand vous êtes touché très doucement sur la peau, cela provoque enfin de la douleur. Ça ne sent pas bien. Il y a aussi une anhédonie au froid et à la chaleur. Cela pourrait être le cas où les symptômes, comme on avait déjà dit, s'aggravent vraiment lorsque un patient sort à l'hiver ou en cas de chaleur extrême à l'été. Et il y a un autre phénomène sur l'examen physique où les patients décrivent un après la sensation, une douleur qui arrive après la sensation. Alors, même après un contact très léger et parti, comme quelqu'un qui brosse légèrement la peau avec la main, même si l'objet réel qui touche la partie du corps est disparu, ils se retrouveront avec une sensation inconfortable par la suite. Très intéressant. Plusieurs questions ça rentre très rapidement les questions. Comment traiter la douleur, soit nociplastique ou la fibromyalgie? OK, oui. Alors, c'est la grande question. Comment pouvons-nous traiter cela? J'aurais aimé avoir un traitement magique, quelque chose qui supprimerait complètement ce type de douleur, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. L'objectif du traitement, c'est vraiment la réduction, pas une élimination complète, mais une réduction des symptômes. Il n'y a pas de remède complète. Dans la fibromyalgie, nous devons vraiment adapter ou traiter individuellement la personne. Nous devons concentrer le traitement sur les besoins spécifiques de l'individu. Nos objectifs sont d'améliorer la fonction et de maintenir ou d'améliorer la qualité de vie. Il est très important pour une personne qui souffre de la fibromyalgie d'avoir des attentes réalistes, que leurs douleurs probablement vont pas être complètement enlevées, mais le but, c'est de réduire les caractéristiques du fibromyalgie qui leur dérangent et améliorer une qualité de vie. En tant que médecin, nous devons faire preuve d'empathie dans nos soins. Et même si en tant que médecin, nous n'avons pas de solution magique pour ces symptômes, nous devons continuer à faire preuve d'empathie, de gentillesse et de compréhension envers nos patients souffrant de ce type de douleur. Il est aussi très important que les praticiens ne fassent pas de plus en plus d'investigations non nécessaires. Alors, l'essence du traitement, les traitements multimodaux sont idéaux. Cela signifie qu'il n'y a pas qu'un seul médicament pour tout. On veut choisir des traitements en regardant la personne devant nous et on veut combiner les traitements non pharmacologiques et peut-être pharmacologiques chez certaines personnes, mais peut-être pas tout. Malheureusement, il y a un effet léger à modeste sur les symptômes de fibromyalgie avec des médicaments. Il n'y a pas de médicaments uniques qui fonctionnent pour chaque personne.
et nous n'avons pas de médication unique. Alors, le véritable objectif est vraiment de maintenir la fonction. Quand j'ai un patient devant moi dans ma clinique, j'essaie d'évaluer la gravité. Leurs symptômes sont-ils légers, modérés ou graves? Et cela aidera souvent à guider nos traitements. Alors, il faut toujours commencer par des traitements non médicaux. Alors, en premier, seulement reconnaître que vous souffrez de la fibromyalgie, une douleur nociplastique, et que ce n'est pas tout dans leur tête, est très rassurant, car maintenant la personne peut commencer à s'éduquer et à se renseigner sur son état douloureux. Les patients doivent être démédicalisés. Nous essayons de ne pas continuer à prescrire tel ou tel test ou tel IRM, car cela peut aussi être très frustrant et difficile à vivre avec pour le patient et n'entraîne aucun changement de traitement. Un mode de vie sain est très important. Un poids santé, une alimentation saine, riche en fibres, faible en gras saturés, l'activité physique est si important. Nous en reparlerons plus en détail dans un instant. Attention au cocktail des médicaments. Les médicaments ont des effets secondaires et des fois, quand il y a beaucoup de médicaments qui interagissent avec l'un et l'autre, ça peut causer des effets secondaires, comme la fatigue. Aucun médicament qui fonctionne. C'est important de comprendre qu'il n'y a aucun médicament qui fonctionne pour tout. Comme nous l'avons mentionné avant, la fibromyalgie comprend généralement différents composants et nous essayons donc de personnaliser les médicaments individuellement en fonction des symptômes spécifiques qui sont les plus gênants. Il peut donc être utile de demander à ma patiente si ce qui vous dérange le plus ou qui interfère le plus avec votre vie, puis de personnaliser ou de traiter les traitements en fonction de cela. Par exemple, si mon patient me dit que les douleurs sont le plus grave, la gênante partie de leur symptôme, on peut traiter ça avec des acétaminophènes, des anti-inflammatoires, peut-être des cannabinoïdes, mais non aux opioïdes. Le sommeil peut être traité avec des antidépresseurs comme tricycliques comme l'amitriptyline ou le norépinephrine, cyclobenzaprine, qui est un relaxeur des muscles, ou des antiépileptiques en des petites doses comme pregabalin ou gabapentin. L'humeur, c'est très lié à la douleur. Et votre médecin peut traiter selon les meilleures pratiques, mais en cas de mauvaise humeur, à cause de la douleur, certains antidépresseurs comme le duloxétine ou l'autre nom c'est Cymbalta peuvent aider à améliorer l'humeur et à soulager la douleur. Pour la fatigue, malheureusement, il n'y en a vraiment aucun médicament recommandé. Et n'oublie pas que les médicaments ne font qu'atténuer les symptômes, mais que ça ne les supprimeront jamais complètement. Merci beaucoup. Dr. Keenan, je veux juste arrêter 2 secondes. On est 6h38. J'ai au moins une vingtaine de questions qu'on a déjà reçues dans le chat. Je voulais votre avis. Est-ce que vous pensez qu'on serait peut-être mieux de sauter tous les slides qui suivent à la réponse de celui-là qu'on a préparé à l'avance? Car j'ai peur qu'on n'arrivera pas à la période de questions vu que l'heure avance. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, c'est correct. Oui? Oui, sure. OK. Parce que je sais qu'il y a plusieurs choses qu'on peut discuter, mais vous avez déjà fait mention au point majeur que c'est une alimentation, quoi d'autre que vous avez mentionné? La nourriture est importante, le sommeil, l'humeur. Fait que je pense que ça résume un petit peu. Alors, si on passe aux périodes de questions, on en a tellement, ça m'excite. Je sais qu'on a une grande gang qui attend avec plusieurs questions. Fait on a parlé des symptômes, fait qu'on n'a pas besoin de répéter ça. On a aussi, est-ce que dans votre expérience, vous voyez qu'il y a des parties du corps qui sont plus affectées que d'autres?
Je pense que c'est vraiment une douleur diffuse. Alors, ça, c'est qu'est-ce que je vois le plus souvent. C'est vraiment pas comme un bras ou l'autre bras ou le cou, mais c'est vraiment, mes patients me disent non, je les demande cette question. C'est quelle partie qui vous dérange le plus? Et dit, ben, c'est partout. C'est pas une OK. seule région. Alors, je pense que ça, c'est probablement euh, un des points que c'est le fibromyalgie. Souvent, c'est vraiment partout, dans les bras, dans la tête, dans le cou, dans le dos, dans les jambes, dans les pieds, dans les mains. C'est vraiment, ça peut être d'habitude, c'est vraiment une douleur partout. Mais si c'est seulement des douleurs qui sont seulement dans une région, ça peut être comme dans le parapluie que je vais vous montrer où il y a Mhm. un syndrome de la douleur nociplastique où ça peut seulement affecter un parti, mais avec les autres symptômes classiques de fibro, comme l'allodynie sur leur examination, la fatigue, les troubles d'humeur, etc. Mhm. Merci. Est-ce qu'on peut parler peut-être de l'alimentation? Est-ce que l'alimentation est un facteur à considérer pour gérer la douleur chronique? Alors, pour l'alimentation, absolument, c'est important. J'ai pas un plan d'alimentation que je suggère à mes patients. C'est vraiment de manger euh, pour euh, comme presque comme une diète où il y a beaucoup de fibres, pas beaucoup de gras saturés. Mm. On veut garder un poids normal, ok, ça c'est important aussi. Il n'y a pas nécessairement un diète qu'on a trouvé qui cause la fibromyalgie et non qui va le guérir. Mais c'est certainement important de manger bien et éviter les nourritures qui vont comme très haut en gras, très haut en sucre, des choses comme ça. Oui, parfait, merci. Et est-ce qu'on peut parler des manières les plus efficaces pour gérer la douleur sans médicaments? Vous avez Oui, touché un petit peu, mais peut-être de rentrer plus en oui, détail. oui. Alors, euh, l'exercice, alors, juste pour commencer, c'est vraiment important avoir utiliser les traitements pharmacologiques dans le traitement du fibromyalgie. OK. Um, ça peut être comme avoir une attitude positive. Une personne pourrait, qui est, doit participer activement dans ses soins, OK? Mhm. C'est très important de vous faire éduquer sur le syndrome de fibromyalgie pour vraiment comprendre qu'est-ce qui arrive. Aussi, il y a des stratégies d'autogestion, prendre des bonnes habitudes de vie, principalement des régimes de diète qui sont en santé et l'exercice. Et apprenez comment suivre votre rythme. Alors, par exemple, vous devez peut-être faire des pauses pendant que vous faisiez le travail, Mm. tâche, prendre une pause pendant que vous faisiez la cuisine ou l'épicerie, planifier les trajets. Mais les traitements probablement les meilleurs non pharmacologiques, c'est l'exercice et il y a aussi des traitements psychologiques qui peuvent être utilisés pour gérer les symptômes de fibromyalgie, comme précisément la thérapie cognito-comportementale, le TCC. Il y a des bonnes preuves pour cela, pour les deux, Ah oui, l'exercice OK. et le TCC. Alors, peut-être je peux Excellent. parler un petit peu de l'exercice. Est-ce que si Oui, c'est correct? Alors, oui, merci. les gens souvent me demandent c'est quoi les meilleurs exercices à faire pour mon condition? Quoi dois-je faire? Alors, c'est vraiment un choix très personnel. Il n'y a pas une seule bonne réponse. La meilleure réponse est de faire quelque chose que vous aimez
et qui est durable régulièrement. L'exercice n'est pas besoin d'aller au gymnase et de courir sur un tapis roulant pendant 60 minutes, 3 fois par semaine. Non, cela doit être, si vous êtes capable de faire ça, c'est excellent, mais cela doit être, c'est pas nécessaire pour être caractérisé comme un exercice. Ça vraiment doit être quelque chose que vous appréciez et que vous pouvez maintenir et continuer. Ça peut être quelque chose de très, très simple, comme faire un petit marche chaque jour pendant 10 minutes. Même faire de la jardinage, enregistrer un cours de tai chi, aller nager, faire la bicyclette pendant 15 minutes, quelques fois par semaine. Alors, la chose la plus importante, c'est que vous faisiez l'exercice et que vous continuez de le faire, l'exercice. Ouais. Intéressant, l'exercice, ça peut, dans le cerveau, ça cause des molécules à être, comme ça relâche les molécules qui peuvent aider à sentir moins de douleur dans la fibromyalgie. Alors ça, c'est pourquoi c'est comme une façon naturellement de réduire la sensation de douleur dans notre système, OK? Naturel, OK? Alors, ça peut bénéficier beaucoup les personnes avec le fibromyalgie. C'est très important comme une modalité de traitement. Excellent. Et le deuxième, c'est les thérapies cognito-comportementales, le TCC. Il y a des très bonnes preuves pour ça aussi. Alors, ça, c'est des thérapies psychologiques. Ça peut être effectué avec un professionnel de santé. Il s'agit d'une forme de thérapie structurée, limitée dans le temps, centrée sur les problèmes et axée sur les objectifs. Au cours des séances, vous apprenez à identifier, à remettre en question et à changer de la façon de vos pensées, vos attitudes et vos croyances, comment c'est lié à votre douleur. Et cela peut aider les gens à développer des stratégies d'adaptation et éventuellement à mieux fonctionner. Alors, cela peut aider à soulager la douleur, ça peut changer votre humeur et améliorer l'invalidité de la fatigue. Alors, je pense que c'est un traitement qui est très positif. Je tiens également à reconnaître que ce type de traitement n'est pas toujours accessible en fonction du coût et de la situation géographique, mais cependant, il existe maintenant des programmes de TCC basés sur l'Internet et ceux-ci semblent également très bien fonctionner. Donc, ça marche aussi vraiment très bien. Alors, c'est une option, c'est quelque chose à essayer. Oui, définitivement. Merci. Je vais rentrer plusieurs questions. Il y en a au moins une dizaine de questions par rapport à le cannabis médical. Et est-ce que le cannabis médical peut être efficace pour gérer la douleur? OK. Alors, le cannabis. Alors, il y a quelques preuves qui regardent les cannabis dans la fibromyalgie, mais ne sont pas des grandes études. Okay. Les études en fibromyalgie n'ont pas été fortes, OK? Mais cela ne signifie pas que cela ne fonctionne pas. Cela signifie simplement que d'un point de vue médical, nous n'avons pas d'études solides pour nous permettre d'offrir cela régulièrement. Ce n'est pas un traitement mais si ça fonctionne, c'est possiblement quelque chose qui va aider une personne. Et si quelqu'un trouve qu'il veut essayer ça, il peut parler à leur médecin et voir si ça peut aider. Mais on n'a pas encore des grandes preuves pour simplement offrir cela toujours. Et je veux aussi dire que ce n'est pas un traitement pour tout le monde. Il y en a des effets secondaires et si des personnes souffrent pas des effets secondaires et ils ont des soulagements, pourquoi pas?
Oui. Vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé la question, je vais juste faire mention qu'on a enregistré une des dernières sessions qui était spécifiquement sur le cannabis médical. Fait que vous pouvez toujours aller voir notre site web dans les anciennes conversations sur la PRIT pour en savoir plus aussi. Là, la prochaine question, il y en a plusieurs aussi. Physiothérapie, acupuncture, ostéopathie, toute cette gamme de traitements optionnels. Est-ce que c'est une bonne idée pour quelqu'un qui souffre de la fibromyalgie? Je pense que s'il y a comme le fibromyalgie secondaire, Mhm. comme on a parlé un petit peu, ou peut-être il y a une douleur d'arthrite inflammatoire qui est là, qui est différent, comme on dit, de la fibromyalgie, que la physiothérapie peut peut-être aider avec cette douleur qui est là. Et en conséquence, peut-être soulager un petit peu de la douleur de la fibromyalgie. Je pense que toutes ces activités comme le physio, vous bougez votre body, c'est l'exercice. Alors, Mhm. ça va probablement faire un petit peu de bien. OK? Ouais. Les choses comme le massothérapie, je pense que c'est comme un hit or miss. Ouais. J'en ai beaucoup de patients qui me disent, je peux même pas faire des massos, je peux pas faire les massages, c'est trop douloureux parce Ouais. qu'ils Ouais. ont l'anhédonie qui augmente pendant ces Mhm. sessions et c'est trop douloureux pour Ouais. faire ça. Alors, si ça vous fait du bien, c'est bien. Mais si vous trouvez que ça cause plus de douleur, spécifiquement la massage, peut-être c'est pas une bonne idée, mais c'est toujours bien Parfait. de bouger le corps avec le physio. Oui, merci. Quelques questions. Est-ce que les injections de cortisone peuvent avoir un effet positif sur la douleur? Alors, les stéroïdes ne sont pas indiqués pour si c'est comme une euh, par injection ou même par la bouche, comme les patients prennent dans les arthrites inflammatoires, ne sont pas indiqués pour le traitement de fibromyalgie. Mais s'il y a, comme j'ai dit un petit peu juste avant, que s'il y a une personne qui souffre d'une arthrose du genou ou d'un arthrite inflammatoire du genou qui a besoin d'une injection, ça peut traiter la douleur nociceptive, comme on a Mhm. discuté avant. Alors, le cortisone, ça va diriger le traitement d'une douleur. C'est un traitement d'une douleur différent que la douleur nociplastique. Alors, ça, les traitements sont un petit peu différents parce que les mécanismes qui les dirigent sont différents. Oui, Alors, oui, non. c'est logique. Oui, merci. Intéressant comme question. Est-ce que la fibromyalgie peut se venir chez des enfants? Oui, ça peut venir vers les enfants. OK. Ça arrive, oui. Il y a des médecins qui peuvent faire cette diagnose, oui. Je ne suis pas au courant de la fréquence ou de l'incidence Mhm. dans les enfants parce que je ne suis pas une médecin pédiatrique, mais oui, ça peut arriver. Parfait. Il y a quelques questions aussi. Vous l'avez mentionné au début, la sensation de brouillard ou la sensation de, 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 de zone grise, là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre avis qu'on peut faire pour aider cette sensation de brouillard? Oh, c'est difficile. Je pense que c'est un syndrome, un caractéristique du fibromyalgie qui est très difficile à traiter. Il y en a tellement de parties du fibromyalgie qui contribuent à ça. C'est relié à la fatigue, c'est relié à la réduction du sommeil, c'est relié à la changement dans le cerveau même. Je pense qu'un traitement très important, c'est aussi d'essayer de prendre un bon sommeil. Alors, Hmm. je trouve que quand, euh, quand les patients ont une bonne sommeil, Mhm. des fois, c'est très difficile à avoir un bon sommeil quand vous êtes en tellement de douleur. Ouais. Mais quand vous êtes
capable d'avoir un bon sommeil et faire ça une priorité dans votre traitement, d'habitude, ça peut aider avec cette brouillard et ces difficultés de mémoire et des choses comme ça. Mais c'est vraiment de traiter la fibromyalgie en tout qui va aider avec la réduction de ces symptômes. Alors, une combinaison des traitements non pharmacologiques comme un bon sommeil, l'exercice, les traitements psychothérapeutes comme le TCC et peut-être un médicament à soir. Oui. J'en reviens pas comment le temps passe vite. Il est déjà 7h moins 5. On a reçu plusieurs questions. Malheureusement, le temps nous manque, mais juste pour renforcer aux participants, la session est enregistrée. Un lien va vous être envoyé par courriel dans les jours qui suivent. Dr. Keenan, au nom de la Société de l'arthrite du Canada et de tout le monde présent ce soir, je vous remercie non juste de votre disponibilité, mais de prendre le temps de partager vos connaissances, votre expertise. Très, très apprécié. Merci. Merci. Pour ceux qui sont parmi nous ce soir en temps réel, nous aimerions avoir vos impressions sur la présentation. Fait qu'on va revenir à la présentation PowerPoint. Merci, l'équipe en arrière-scène, vous êtes magique. Vous verrez sur l'écran un court sondage. S'il vous plaît, juste prendre 2 ou 3 secondes, cliquez sur la réponse qui représente votre opinion. Alors, la question, je me sens mieux informée et outillée après avoir participé à ce webinaire. Et les choix de réponse, fortement en accord, neutre ou fortement en désaccord. Fait que je vais laisser juste quelques secondes pour que les gens cliquent leur impression. Et si jamais, pour une raison ou une autre, vous n'arrivez pas à répondre à le sondage ou vous aimeriez quand même donner plus de commentaires plus complets, on va vous envoyer un sondage plus étoffé qui va être envoyé aussi avec l'enregistrement de la présentation que j'ai mentionné d'ici quelques jours. Et nous apprécions vraiment vos commentaires, suggestions. Ça nous aide à créer des webinaires plus intéressants et des sujets qui vous intéressent. Alors, c'est très important pour nous. Merci de répondre au sondage quand ça va arriver dans votre inbox de courriel. Alors, en fermant, encore une fois, nous remercions Pfizer et les autres commanditaires de la série webinaire Conversation sur l'arthrite pour avoir rendu la présentation possible. Et merci encore, Dr. Keenan. Très, très intéressant. Votre collaboration est appréciée. Nous vous invitons aussi à soutenir les efforts de la Société de l'arthrite afin de créer des ressources qui vous aident à bien gérer la maladie. Si possible, nous vous invitons à faire un don en visitant arthrite.ca/donner. Voici donc ce qui conclut déjà. Je trouve que l'heure passe vite. La conclusion de ce soir, la conversation sur l'arthrite, la fibromyalgie, l'arthrite et la douleur. Soyez des nôtres. La prochaine, c'est le 17 novembre, pour la prochaine conversation sur l'arthrite, qui va être Dr. Evelyne Vinet, qui va nous discuter des femmes et l'arthrite. Alors, en mon nom, au nom de tout le monde, de l'équipe de la Société, merci beaucoup de votre participation et on apprécie énormément Dr. Keenan. Merci. Bonne soirée à tous.